Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un petit sujet particulier qu'on pourrait classer dans la catégorie mini-mélo, questions diverses ou autres. Ce sujet, voilà, c'est une critique en fait que j'ai déjà pas mal entendue ou lue sur internet. Une critique qui tend à dire, à affirmer que la récupération domestique de l'eau de pluie serait nuisible en fait à la recharge des nappes phréatiques. Dans le sens où le fait de récupérer chez soi l'eau de pluie qui tombe sur notre toiture et de la stocker casserait, interromprait en fait le grand cycle de l'eau et par la même occasion donc nuirait à la recharge du sous-sol, à la recharge des nappes phréatiques. Cette critique, je la comprends, elle peut être légitime, je veux dire, mais en fait, elle est tout à fait fausse. Le résultat, en tout cas, est tout à fait faux et c'est une fausse croyance, encore une fois. Je vais aussi essayer de vous le démontrer par l'exemple, en fait, par l'image et l'explication. Donc, on va considérer, bon, un exemple banal, classique, une maison de 110 mètres carrés qui serait plantée sur une parcelle en fait de 610 mètres carrés, ce qui donne un terrain naturel entourant la maison de 500 mètres carrés. Donc voilà en fait le schéma de ce terrain végétalisé, fini, donc partiellement arboré. Et donc on va considérer que c'est un terrain qui reste naturel, en pelouse et légèrement arboré. Je dois vous apporter une précision qui est fondamentale et très importante dans la démonstration qui va suivre. En fait, lorsqu'il pleut, le volume de pluie qui va tomber sur la surface du sol, en fait, il ne faut pas imaginer que toute l'eau qui va tomber va s'infiltrer directement dans le sol et en profondeur. La meilleure preuve qui est en soi, c'est tout simplement le fait des crues et des inondations. Si toute l'eau qui tombait, qui pleuvait, filtrerait, s'imprégnerait directement dans le sol, on n'aurait plus ce phénomène de crue, évidemment. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'il pleut, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent pour réduire, pour diminuer en fait ce taux d'infiltration efficace. En fait, vous avez d'une part l'évaporation possible. Imaginez un gros orage qui tombe en plein été, en plein cagnard. Vous avez les routes, vous avez les toitures qui sont chaudes. Et cette pluie qui va tomber sur ces surfaces chaudes va déjà, dans un premier temps, en partie s'évaporer. Il y a aussi le phénomène d'évapotranspiration aussi au niveau végétal. Donc les végétaux vont aussi, au passage, capter une partie de cette eau. À côté de ça, il y a aussi un gros phénomène là de ruissellement sur la surface du sol. Ces ruissellements, en fait, évidemment, sont entièrement dépendants du profil, de la nature du sol, du relief, de l'humidité ou pas du sol, savoir si le sol est très sec au moment où il pleut, ou s'il est déjà humide, ou s'il est déjà gorgé d'eau. Mais donc ces différentes conditions vont tempérer ou pas le ruissellement de surface. Il y a aussi un phénomène de captation au niveau des végétaux, au niveau du tissu racinaire, en tout cas des plantes. Donc tout ce qui va pénétrer dans le sol va être en partie absorbé par les végétaux là où ils sont. Et nous avons éventuellement aussi, selon la nature du sol, un écoulement possible juste en dessous de la surface du sol ou un petit peu plus profondément, qui peut aussi en fait interrompre cette descente, cette percolation, en tout cas en profondeur. Tout ça faisant, il est à peu près considéré que ce taux moyen de l'infiltration efficace, donc par percolation en profondeur, se considérerait à peu près à 40%. Donc 40% de ce qui tombe, de ce qui pleut réellement, seulement 40% va s'infiltrer en profondeur pour aller rejoindre les nappes phréatiques. Donc vous voyez, rien qu'au niveau des pluies naturelles, le chiffre est déjà important à prendre en considération. Nous allons donc, pour le domaine domestique, nous allons analyser là 6 cas de figure différents. Premier cas, imaginons que vous ne
recueillez pas encore votre eau de pluie qui tombe sur votre fond, vous n'avez pas encore de stockage ou d'installation de récupération, et donc vous avez éventuellement un rejet direct sur un collecteur public. Donc certaines collectivités maintenant ont des réseaux séparés, séparatifs, un réseau tout à l'égout pour l'assainissement et un réseau pluvial pour les eaux pluviales. Donc imaginons que toutes les pluies qui vont tomber et être recueillies par votre toiture vont partir directement sur un réseau collectif pluvial. Ce qui veut dire que sur le terrain naturel, donc vous allez avoir grosso modo à peu près 40% d'infiltration efficace, mais tout ce qui va être recueilli de votre toiture, si ça part directement par un collecteur public et vers, en général, le milieu superficiel hydraulique, donc que ce soit un étang, un lac, les rivières ou autres, plus rarement il peut y avoir un bassin de retenue pour l'infiltration et l'infiltration, mais ce n'est pas le plus courant. Donc dans ce cas-là, si ça part sur un collecteur public, on va considérer, à mon avis, maximum 10% d'infiltration efficace. Sur le cas numéro 2, vous n'avez toujours pas de récupération d'eau de pluie ou de dispositif le permettant, et au lieu que ça parte, que votre collecte des eaux pluviales de votre toit parte sur un réseau collectif public, vous allez le diriger sur un fossé en imaginant, dans ce cas numéro 2 ici, en imaginant que vous êtes sur un sol plus ou moins imperméable et que ce fossé n'est qu'un fossé de transport en fait et qui va diriger ces eaux vers le milieu hydraulique superficiel, donc vers une rivière ou autre. Dans ce cas-là, en fait, si ce fossé est un peu argileux, ben voilà, il n'y aura pas une pénétration très intéressante, très importante. Donc dans ce cas-là, et comme le rejet va directement, l'exutoire va directement en rivière, on va pouvoir considérer peut-être à peu près 20% d'infiltration efficace. Cas numéro 3, nous gardons la même configuration, vous n'avez toujours pas de récupération d'eau de pluie, et votre rejet pluvial est toujours dirigé vers ce fossé, mais cette fois-ci, ce n'est plus un fossé de transport, collecteur, c'est un fossé qui a été conçu comme en fait une noue d'infiltration, une noue drainante. Évidemment, dans ce cas-là, c'est que le sol le permet, qu'il a une bonne perméabilité. Dans ce cas-là, évidemment, là, vous avez donc vraiment non plus un fossé de transport, mais une noue d'infiltration. Donc une noue étant en général plus large et moins profonde qu'un fossé. Donc ça collecte l'eau et ça l'infiltre directement pendant sa retenue. Mais là, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, puisque vous allez diriger tout directement sur cette noue. Donc là, on évite certains phénomènes naturels qu'on doit considérer sur la pluie tombante, mais ici, ce n'est pas le cas. C'est un rejet direct par canalisation qui amène l'eau directement sur cette noue d'infiltration. Donc là, je pense qu'on peut aisément considérer une récupération de 80% au niveau de la collecte de la maison. Et donc là, ça devient vraiment intéressant, et même plus qu'intéressant, puisque vous pouvez constater que là, le rejet en fait de captage de votre toiture, de la maison, va avoir un taux d'infiltration via cette noue d'infiltration 2 fois plus important que l'infiltration efficace naturelle des pluies tombant sur une surface du sol. Donc vous voyez là, évidemment, l'infiltration directe a une très grande importance, mais même là, si vous avez un très bon taux d'infiltration de 80%, mais il reste le désavantage, je veux dire, c'est que vous n'avez toujours pas de récupération d'eau de pluie, donc vous ne pouvez pas profiter de cette récupération. Et là, c'est considéré comme une perte directe et complète. Bon, perte pour vous, je l'entends évidemment, pas pour l'environnement. Pour vous, vous ne bénéficiez d'aucun avantage à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas de récupération. Cas numéro 4. Là, vous récupérez maintenant votre eau de pluie. Vous avez implanté un stockage. Sur ce stockage, évidemment, vous avez un trop-plein. Donc on considère que ce trop-plein va être dirigé aussi sur ce fossé conçu sous forme de noue d'infiltration pour l'infiltration directe de ce trop-plein. Par contre, tout ce qui va être utilisé dans la maison va être sorti de la maison sous forme d'eau usée et va être évacué via le réseau collectif tout à l'égout. Dans ce cas-là, malheureusement, et c'est là l'inconvénient aussi, je vais dire, des réseaux collectifs, qu'ils soient pluviaux ou tout à l'égout, c'est que, comme encore une fois, comme on l'a vu sur un exemple précédent, tout va être évacué par un réseau, un collecteur,
et va être acheminé vers la station d'assainissement collectif. Et tout le rejet de cette station, je pense que vous le savez, systématiquement est rejeté en rivière. Donc là, il n'y a pratiquement pas d'infiltration, je veux dire, au niveau du rejet. On peut considérer, bon, peut-être un minimum, mais c'est surtout au niveau du trop-plein pluvial vers cette noue d'infiltration qu'on va pouvoir avoir un peu de compensation, je vais dire. Et donc là, disons qu'on va considérer un rejet d'infiltration peut-être de l'ordre de 20%. Donc on est quand même encore en deçà de l'infiltration naturelle. Dans le cas numéro 5 maintenant, nous sommes toujours sur la même configuration de récupération de l'eau de pluie sous forme d'autonomie complète, on va la considérer ainsi. Vous savez que c'est ma spécialité. Cette eau de pluie, le trop-plein éventuel du stockage va être dirigé toujours sur ce fossé d'infiltration, sur cette noue d'infiltration. Et toute l'eau de pluie que vous allez utiliser à l'intérieur de votre habitat va ressortir évidemment intégralement en eau usée, dirigée vers un assainissement cette fois individuel. Et toutes les eaux usées qui vont arriver sur cet assainissement individuel vont être infiltrées directement sous cet assainissement. Donc là, ça devient évidemment intéressant, puisque voilà, le trop-plein pluvial sera dirigé vers le fossé, il sera entièrement infiltré, mais cet assainissement individuel, sous diverses formes, sera complété par une infiltration sous cet assainissement ou derrière cet assainissement. Mais là, on va avoir une infiltration déjà en sous-sol, donc une infiltration plus efficace, qui va pénétrer encore mieux. Donc là, justement, on en arrive à avoir un taux, là, de nouveau, de 80% d'infiltration efficace. Là, on revient à nouveau sur un résultat double par rapport à l'infiltration d'une pluie naturelle. Au contraire, plutôt que d'être une nuisance pour la recharge des nappes et du sous-sol, la récupération de l'eau de pluie en domestique, en fait, peut être très intéressante aussi pour la recharge des nappes et avec l'avantage justement de pouvoir utiliser cette eau aussi au passage. Le cas numéro 6, ici maintenant, en fait, nous gardons toujours la configuration de la récupération d'eau de pluie avec le trop-plein dirigé vers la noue d'infiltration, mais il y a un petit changement dans les usages intérieurs où, en fait, cette famille va fonctionner en toilette sèche, donc en éliminant complètement les WC à eau. Donc il n'y aura plus à traiter en eau usée que les eaux ménagères ou les eaux grises, et ces eaux ménagères, en fait, peuvent être facilement traitées et efficacement traitées, en fait, tout simplement par une pédoépuration. Et cette pédoépuration, en fait, c'est simplement la dispersion à très faible profondeur, la dispersion sur le sol, pour faire œuvrer, en fait, le pouvoir épurateur du sol, si nous sommes sur un bon sol, en tout cas, et non pas sur de l'argile. Et cette pédoépuration peut s'opérer soit via des plots remplis de mulch ou de broyat végétal, ou éventuellement des tranchées. Et ces plots ou ces tranchées, en fait, le mieux serait éventuellement de les opérer, de les implanter, en fait, au pied des grands arbres, ou au pied de haies, ou éventuellement au pied d'arbres fruitiers. Si vous avez la chance d'avoir un verger, par exemple, avec des arbres fruitiers, et que vous avez une terre plus ou moins perméable, ben là, évidemment, c'est tout à fait adéquat, parce que non seulement vous allez disperser et infiltrer dans le sol, mais en même temps, vous allez irriguer vos végétaux ou vos arbres fruitiers. Donc, c'est là que ça a aussi un double avantage, puisque la pédoépuration va permettre à très faible profondeur, via le mulch, de disperser l'eau gentiment, tout en douceur, dans la surface du sol, dans les 30 premiers centimètres du sol, là où il y a encore toute la vie et l'oxygène du sol. Donc c'est là que ça va opérer vraiment ce pouvoir épurateur. Mais l'eau va continuer, je vais dire, son trajet, son chemin vertical vers le sous-sol, vers les profondeurs. Et là, quand on déduit aussi là par le phénomène de la pédoépuration, donc qui va être traité par la vie du sol et aussi pompé par les racines des végétaux que nous allons irriguer ainsi, là ça veut dire qu'on a quand même là une certaine perte par l'absorption justement des racines des plantes ou des arbres. Donc là, on a peut-être à considérer que 40 à 50% d'infiltration efficace sur le sous-sol, mais qui reste néanmoins le même, voire un peu mieux que le taux d'infiltration naturelle de la pluie. Mais à côté de ça,
on a quand même le double avantage de récupérer entièrement cette eau de pluie, de l'utiliser entièrement dans l'habitat, et en plus d'avoir, via la pédoépuration, d'avoir une irrigation directe de certains végétaux, de certains arbres qui seraient intéressés par cette irrigation. Donc voilà, grosso modo, toute l'importance évidemment de cette infiltration. Donc en conclusion, ben oui, le top évidemment reste cette combinaison, c'est pas l'un ou l'autre, c'est cette combinaison justement de la récupération et de la valorisation intégrale de l'eau de pluie, et après usage justement d'infiltrer tout cela par l'assainissement, et en dehors des usages, ce qui ne sera pas utilisé, ce qui débordera de votre stockage, donc ce trop-plein peut partir aussi en infiltration directe. Mais voilà, c'est cette combinaison justement, sans passer par des réseaux collectifs, justement, en restant vraiment donc, sur une valorisation et une optimisation à la parcelle, à la source, comme on dit, c'est là qu'on obtient vraiment une optimisation très importante, et au niveau de l'infiltration, et au niveau des usages. Donc voilà, c'est cette combinaison la plus intéressante, qui est la plus pertinente. Et voilà, j'espère que maintenant vous aurez un peu mieux compris ces principes, et par ces chiffres et par cette démonstration, j'espère que vous aurez aussi compris maintenant que ben non, ne nous laissons pas embarquer par ces fausses idées, ces fausses croyances. Donc ben vous l'avez vu, non, la récupération de l'eau de pluie en fait au niveau domestique ne nuit absolument pas, bien au contraire. Bien au contraire, ne nuit absolument pas à la recharge du sous-sol ou des nappes phréatiques. Et voilà, je vous remercie très sincèrement de votre aimable attention et de votre intérêt pour tous ces sujets. Et bien, je vous invite évidemment à continuer vos lectures sur les prochaines vidéos. Merci à vous. Ciao, bye bye.